Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau supplément, ce PADA, qui va nous conduire en Grande-Bretagne avec Sylvie Berman. Sylvie Berman, bonjour. Bonjour Philippe Meyer. Vous avez représenté la France à Londres pendant 3 ans. Vous avez aussi représenté la France à Pékin et vous avez aussi représenté la France à Moscou. Vous avez également été en poste au cours de votre carrière à Hong Kong, à l'ONU et puis à l'administration centrale. Et vous êtes ambassadeur de France. Vous étiez déjà ambassadeur de France avant d'être ambassadeur de France, si je puis dire. C'est-à-dire que vous représentiez la France jusque sous le nom d'ambassadeur de France et puis vous avez reçu cette distinction qui est comme maréchal de France ou amiral de France, je crois que des amiraux de France, ça fait bien longtemps qu'il n'y en a pas eu, qui est une distinction personnelle et qui fait que vous resterez toute votre vie ambassadeur de France. Ambassadeur de France est donc une distinction, ambassadeur de France à Londres ou à Pékin ou à Moscou est une fonction. Vous préférez qu'on dise ambassadeur, vous, plutôt que ambassadrice ? Oui, j'ai toujours préféré la neutralité de la fonction et quand on dit Madame l'ambassadeur, on sait à qui on s'adresse. Alors, cette ambassade à Londres, où vous avez été donc pendant à peu près 3 ans, est une ambassade dans un pays qui vous tient à cœur. Est-ce que vous pouvez en quelques phrases nous dire ce qui vous attache à la Grande-Bretagne ? Oui, vous savez, pour les gens de ma génération, le premier exotisme, en fait, c'est le Royaume-Uni, c'est l'Angleterre, puisque j'y ai passé des vacances de Pâques quand j'étais lycéenne. Et c'est vrai qu'une fois franchi la Manche, on est dans un monde complètement différent et dans une culture très différente. Et je disais d'ailleurs au Britannique qui m'accueillait en 2014, qui me disait « Vous allez vous ennuyer au Royaume-Uni après la Chine », j'aurais dit non, pas du tout. Et vous êtes aussi exotique que les Chinois. C'est vrai qu'il y a des singularités, des idiosyncrasies so British, comme on dit, qui sont assez fascinantes. Et par ailleurs, Londres était une vraie ville-monde quand je suis arrivée, souvent plus créative même que New York. Il y a une énergie fabuleuse, il y a une culture extraordinaire. La presse britannique peut être prescriptrice pour le monde entier, comme le Financial Times ou la BBC aussi, enfin les médias britanniques, The Economist, pardon. Et effectivement, tout cela est fascinant. Oxford, Cambridge, le temple du savoir, et puis cet humour, l'humour dans toutes les circonstances, et ça, c'est assez appréciable. Je pense aussi que nos deux pays sont des pays jumeaux. Nous avons la même population, nous avons le même statut sur la scène internationale, membre permanent du Conseil de sécurité, puissance nucléaire, capacité de projection militaire. Et la réalité, c'est qu'en fait, on travaille très bien ensemble, à l'ONU bien sûr, où on rédige 70% des résolutions ensemble, mais également à l'Union européenne. Et j'avais coutume de dire que, en fait, les Britanniques étaient pratiquants mais non croyants. C'est-à-dire qu'en fait, ils participaient aux initiatives de l'Union européenne, y compris en matière de défense. Ils ont apporté beaucoup de choses qui nous manqueront d'ailleurs. Et même si effectivement, ils avaient des réticences sur l'idée même de construction européenne. Donc, j'ai été très triste quand le Brexit a été décidé, parce que je pense que pour les Britanniques, c'est leur choix. Ils seront peut-être perdants, surtout à un moment où les États-continents et les empires se renforcent, mais également nous, en tant que Français, et puis l'Union européenne également, qui est amputée d'une puissance importante. Et c'est vrai que de Pékin, de Washington, de Moscou, l'Europe, c'était les 3 grandes capitales qui avaient une capacité d'impulsion sur les autres. Donc j'ai eu ce sentiment très profond effectivement de tristesse, parce que j'ai passé 40 ans de ma vie professionnelle. Et puis sur le plan personnel, bien sûr, je continue d'aller à Londres. Et là, vous avez continué à entretenir beaucoup de relations avec celles et ceux que vous avez connus avant ou pendant votre ambassade à Londres. Qu'est-ce que vous voyez de l'état sanitaire aujourd'hui
nous parlons, c'est-à-dire au dernier jour du mois d'avril, qu'est-ce que vous voyez de l'état sanitaire de la Grande-Bretagne? Alors, je crois que la Grande-Bretagne est le pays qui paiera le plus lourd tribut en Europe. Parce que jusqu'à présent, les décès dans les maisons de retraite n'avaient pas été comptabilisés. Bon, le terme est assez horrible, mais contrairement aux autres pays, ils ont commencé à le faire hier, enfin seulement, mais je pense que ça ne correspond pas à la totalité. Le Financial Times et le Guardian donnaient des chiffres qui étaient de près de 40 000. Donc la raison, c'est que d'une part, le confinement, a été très tardif, qu'on a laissé se faire des grandes courses de chevaux à Cheltenham, que les gens continuaient à aller dans les pubs, que Boris Johnson lui-même n'a pas pris très au sérieux au départ cette crise, puisqu'on a dit qu'il n'a pas participé aux 5 premières réunions de crise qui portent le nom de Cobra. Et d'autre part, il continuait à parler du caractère sacré, je crois, de la liberté des Britanniques à aller dans les pubs. Et son père lui-même disait, mais continuer à aller dans les pubs, bon, sans oublier effectivement que Boris Johnson disait qu'il serrait les mains de tout le monde. Alors, bon, la situation a évidemment changé aujourd'hui, et puisqu'il a été lui-même hospitalisé en danger de mort d'après ce qu'on comprend, les décisions restent à prendre, mais comme dans d'autres pays, c'est pour ça que c'est difficile de jeter la pierre aussi sur l'impréparation, il y a eu un manque de masques, de combinaisons, de gants et de manière générale de protection pour l'ensemble du personnel médical. Donc, Alors, on se retrouve avec les mêmes difficultés. Le système de santé britannique, le NHS, a été au cœur d'une partie de la campagne du Brexit, où les partisans du Brexit disaient aux Britanniques, si nous quittons l'Union européenne, nous allons enfin pouvoir mettre dans notre service national de santé tous les budgets qui y sont nécessaires. Parce que ce service national de santé, qui a été nationalisé il y a très longtemps, fait l'objet de manière tout à fait récurrente des critiques les plus vigoureuses. Comment est-ce que le NHS a répondu au Covid-19? Alors d'abord, le NHS, comme vous le relevez, c'est une vache sacrée au Royaume-Uni. C'est pratiquement aussi important que la reine. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, sur le bus de campagne de Boris Johnson, il y avait ces fameux 350 000 livres par semaine payés à l'Union européenne qui seraient reversés au NHS. Évidemment, il n'y avait pas 350 000 livres et de toute façon, il n'était pas question de le reverser au NHS, d'autant plus que les Tories étaient probablement les plus réticents à une aide au NHS. Mais ça montre l'importance que revêt ce système de santé qui date de 1948. Et également, quand le Premier ministre intervient devant le 10 Downing Street, vous avez une pancarte qui est le slogan, c'est restez chez vous, sauvez des vies et protégez le NHS. Et les Britanniques sont en majorité très très fiers de cette institution. Le problème est que d'abord pas la majorité, mais une grande proportion des travailleurs au NHS, médecins, infirmiers et aides-soignants, sont d'origine étrangère. Avant le Brexit, c'était même plus du quart. Et alors, certains sont partis, en particulier les Européens. Cela dit, il reste effectivement beaucoup d'étrangers, puisque Boris Johnson a rendu hommage à ces 2 infirmiers, dont l'un venait de Nouvelle-Zélande et l'autre du Portugal. Mais on sait que c'est toutes ces personnes qui ont été très critiquées, voire vilipendées pendant la campagne du Brexit. Donc le NHS, qui est par ailleurs, qui est entièrement gratuit, qui est de grande qualité, c'est adapté. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 500 000 volontaires qui ont fait des offres de services au NHS dans le pays. Donc, ils ont fait, mais finalement, ce qui a été fait dans
autres pays, c'est-à-dire qu'ils ont travaillé jour et nuit dans des conditions de sécurité qui étaient loin d'être optimales. Et d'ailleurs, là aussi, plus d'une centaine de médecins et personnels soignants ont perdu la vie. Un mot, puisque vous avez prononcé son nom, un mot de la reine. Vous avez dit le NHS, c'est presque aussi sacré que la reine. La reine est intervenue, l'intervention brève, un peu moins de 5 minutes, 4 minutes et demie, je crois, extraordinairement commentée sur les réseaux sociaux français. Qu'en a-t-il été en Grande-Bretagne? Ah, en Grande-Bretagne aussi, parce qu'il y a une vénération absolue pour la reine. Il y a certes quelques républicains, mais c'est tout à fait rare et elle jouit d'un grand respect. D'abord parce qu'elle incarne l'unité de ce pays, elle incarne l'histoire aussi. Elle a rencontré tous les dirigeants du monde depuis 1953 et c'est une personnalité qui a beaucoup de charisme et de charme. Bon, moi, j'ai eu la chance de la rencontrer, bien sûr, quand je présentais mes lettres de créance ou dans d'autres circonstances, mais tous ceux qui la rencontrent sont assez fascinés, à la fois par la justesse de son ton, sa connaissance des dossiers, sa compassion et pour le pays, et puis son grand sens de l'humour également. Et c'est, je pense, une forme de continuité dans ce pays. Et un jour, un Britannique me racontait que la question qui avait été posée, c'est à quoi sert un roi ou une reine au XXIe siècle? Et la réponse était instructive, à ce que le Premier ministre ne se prenne pas pour le roi. Et donc, vous avez cette division entre la pompe qui entoure la reine et la famille royale, et puis, en fait, la simplicité du mode de fonctionnement du Premier ministre et du gouvernement. Vous avez parlé de l'attitude du peuple britannique à l'égard de la reine, mais comment est-ce qu'on peut décrire l'attitude du peuple britannique à l'égard de l'épidémie? Au fond, l'une des réputations qui a été, entre autres, confortée par leur comportement pendant la dernière guerre, l'une des réputations des Britanniques, c'est le civisme. Est-ce que, si longtemps après les événements que je viens de rappeler, est-ce que ce civisme est intact? Alors, ce qu'on peut noter, c'est que la cote de confiance du Premier ministre est de 51%, elle reste élevée, sa popularité aussi. Ça ne veut pas dire que tout cela prouve, et il y a énormément de critiques à son égard, mais ils pensent que pendant une période de crise, ils ont parlé également de période de guerre, il faut être solidaire avec les dirigeants. Par ailleurs, en termes de civisme, je posais la question à des amis. En réalité, ça dépend des générations. Je crois que ce qu'on me dit, c'est que les jeunes, en réalité, restent assez insouciants parce qu'ils considèrent que ça ne les concerne pas nécessairement. Et comme les parcs sont aussi sacrés, au Royaume-Uni, il y a des magnifiques parcs dans le centre de la ville et il y a beaucoup d'activités dans ces parcs. Et les jeunes font bien sûr du jogging, ne s'écartent pas toujours, alors que les personnes un peu plus âgées ont un comportement responsable. Vous avez évoqué la confiance dans le Premier ministre, Boris Johnson. Quelle est aujourd'hui sa situation politique et avec toutes les conséquences économiques de la pandémie et aussi avec un nouvel adversaire, Keir Starmer, qui est donc le nouveau leader du Parti travailliste et donc le nouveau chef du Shadow Cabinet. Quelle est la situation politique? La situation politique de Boris Johnson, d'abord, c'est quelqu'un qui a un très grand charisme, hein, quels que soient ses défauts ou ses qualités. C'est une vraie personnalité et d'ailleurs, on l'a vu pendant son absence lorsqu'il était hospitalisé ou en convalescence. Il avait désigné le ministre des Affaires étrangères, Dominique Raab, pour le remplacer, mais aucune décision n'était prise, donc on attendait que ce soit Boris Johnson. Alors, ce qui change avec l'opposition, c'est que à l'époque de Corbyn, il y avait une opposition, enfin,
un dirigeant qui lui-même n'était pas toujours responsable, très à l'extrême de la gauche, qui était resté un peu confit dans les années 70, qui en plus avait laissé se développer l'antisémitisme dans le parti. Et donc, il y a eu un grand traumatisme chez les travaillistes. Et la victoire, et d'ailleurs la victoire de Boris Johnson était moins une victoire en faveur du Brexit, même si c'était son mot d'ordre, que contre Corbyn, qui à l'époque était un véritable épouvantail. Et Keir Starmer est un homme tout à fait raisonnable, qui est en fait entre Blair et Corbyn, c'est-à-dire qui s'affirme de gauche, mais qui n'est pas du tout extrémiste. Le parti a quand même plus de 500 000 membres, ce qui est important, ça remonte à l'époque Corbyn, et je pense qu'il pourra jouer véritablement le rôle d'opposition de Sa Majesté, parce que c'est comme ça que ça s'appelle au Royaume-Uni, et ce cabinet fantôme, fait pendant au cabinet, ils se réunissent dans les grandes occasions, ils rentrent deux par deux au Parlement, et Keir Starmer a déjà dit qu'il était prêt à coopérer. D'ailleurs, il a été invité à ces réunions Cobra, il a dit qu'il poserait des questions, mais qu'il serait dans une critique constructive. Donc, le système a été un peu ébranlé parce qu'il y a eu une vraie inquiétude au Royaume-Uni au moment où Boris Johnson n'était pas aux affaires. Beaucoup de questions sur mais qui gouverne ce pays, comment ça fonctionne. Certains même posaient la question de l'utilité d'une constitution écrite, ce qui était un véritable tabou avant au Royaume-Uni. Vous avez parlé de la coopération, enfin, oui, de la coopération, on peut le dire, entre l'opposition de Sa Majesté et le gouvernement de Sa Majesté, à travers les réunions Cobra, et donc les endroits où on se demande, où on décide la politique contre la pandémie, la politique sanitaire. Est-ce qu'on peut imaginer une coopération de la même nature pour ce qui est de la politique économique, et est-ce qu'on peut imaginer les directions dans lesquelles pourrait fonctionner cette coopération pour la définition d'une politique économique qui est celle d'un pays dans une situation tout à fait nouvelle, puisque c'est le pays d'après la réalisation du Brexit? Alors, c'est sans doute plus difficile sur ce sujet parce qu'évidemment, sur le plan économique, il y a des idéologies et des points de vue totalement différents. Il va y avoir une crise au Royaume-Uni, une crise économique, c'est évident. On parlait de 35% d'effondrement du PIB pour le deuxième trimestre et 13% pour l'année. Alors, les chiffres, ils sont toujours réévalués, mais il est clair qu'il y aura une crise économique. Donc, pour le moment, les décisions qui sont prises sont des décisions de crise, d'aide aux entreprises. Et d'ailleurs, j'oubliais une chose qui est importante, c'est le chômage. J'ai vu le chômage pourrait monter à 7%, et ce qui était la spécificité du Royaume-Uni avant, c'est pour ça qu'il y avait une immigration aussi importante, c'est qu'il y avait le plein emploi. Il n'y avait quasiment pas de chômage. Et donc, ça sera très dur, en particulier dans les régions du nord et du nord-est, qui étaient des régions plutôt favorables aux travaillistes pendant des années, et qui, cette fois-ci, ont voté Boris Johnson. Mais ils ont voté Boris Johnson, ça ne veut pas dire qu'ils voteront Tory éternellement. Donc, les décisions qui seront à prendre seront évidemment très importantes, parce que ça tournera encore une fois à une intervention plus grande que l'État par rapport au libéralisme total qui était le cas précédemment. Bon, les travaillistes, eux d'abord, Corbyn était un Brexiteur, mais la majorité du parti travailliste était Remainer, et c'était le cas également de Keir Starmer. Donc, il voudra sans doute effectivement être constructif, mais encore une fois, ce sont des décisions importantes pour l'avenir. Alors, pendant la pandémie, les négociations avec l'Union européenne continuent. Michel Barnier, le négociateur pour l'Union européenne, a manifesté
avec ce sens de la litote qui pourrait presque faire de lui un Britannique, mais a manifesté un léger désagrément sur la manière dont ces négociations sont conduites côté britannique. Quel est l'intérêt des Britanniques dans cette affaire? Est-ce qu'ils peuvent tirer parti de cette pandémie pour obtenir des conditions qui leur soient plus favorables que celles auxquelles ils ont d'abord consenti? Alors, le Brexit, c'est d'abord très idéologique pour Boris Johnson et d'ailleurs, ça explique aussi sa réaction vis-à-vis de la pandémie parce qu'il n'a pas voulu faire comme les Européens, d'où cette première politique qui était celle de l'immunité collective, jusqu'à ce que les chiffres donnés par l'Imperial College l'inquiètent. Ensuite, il a refusé la commande groupée de respirateurs pour la confier à Dyson, qui était un Brexiteur et qui fabrique des aspirateurs. Et finalement, ça ne s'est pas fait. Et je pense qu'il y a une volonté qui est la sienne, très forte, et puis d'une majorité des membres de son cabinet qui étaient des Brexiteurs également, de couper tous les liens avec l'Europe, montrer qu'on n'a pas besoin de l'Europe et qu'on est plus fort au nom de cet exceptionnalisme. Alors maintenant, évidemment, l'image que donne l'Europe n'est pas très bonne non plus, parce que c'est une Europe qui est extrêmement divisée. Donc on sait que l'Union européenne n'avait pas de compétences sur les questions sanitaires, mais il y a quand même un problème de solidarité entre les États membres. Mais je pense que ça, c'est une parenthèse, ça sera une leçon également, et ça ne veut pas dire que l'Europe sera condamnée ou affaiblie. Naturellement, les décisions à prendre sur le plan économique sont importantes. Alors, si on revient à la position de Boris Johnson, sa campagne s'est faite sur le thème réalisons le Brexit et lui, il veut en finir le plus rapidement possible et quel qu'en soit le prix. Et on lui prête également des intentions assez cyniques, c'est qu'on a vu quelles seraient les conséquences de la crise du Covid. Et en fait, il y aura bien évidemment des conséquences à la sortie définitive, puisque là, ils sont dans une période de transition de l'Union européenne. Et donc, si ça doit être un Brexit dur en fin d'année, ça veut dire effectivement qu'il n'y aura pas d'accord de libre-échange, mais en même temps, il pourra mettre ça sur le compte du Covid. Donc, il y aura une espèce de confusion et on ne pourra pas dire que cet échec économique est lié uniquement au Brexit. Alors, les questions d'ailleurs qui posent problème, il y en a plusieurs, hein, il y a la pêche, mais surtout il y a l'accès au marché européen et pour lesquels les Européens ont décidé, et c'est tout à fait normal, qu'il y aurait des normes sanitaires et environnementales qui sont refusées par les Britanniques et qui sont sans doute refusées parce que le prix d'un accord éventuel avec les Américains risque d'être effectivement des produits qui sont inacceptables du côté européen. Et on a beaucoup parlé à une époque des poulets chlorés. Donc, je pense que la décision va être très difficile. Il y a une position de principe au Royaume-Uni parce qu'ils ont dit on ne demandera pas d'extension au-delà du 31 décembre et ajoutant même si on nous le demande, on le refusera. Alors que je pense que l'intention de l'Union européenne n'est pas de le demander, mais de le proposer pour faciliter les choses. Et non, l'Union européenne n'est pas en position de demanderesse dans ce cas-là. Donc je pense que sur le Brexit, il y a une position qui reste très idéologique. Mais en même temps, au Royaume-Uni, beaucoup commencent à dire, et ça se voit dans la presse, dans les comptes Twitter et autres, on ne pourra pas absorber le double choc de la pandémie et du Brexit. Sylvie Bermann, je voudrais vous poser une dernière question sur la Grande-Bretagne. Non, pas sur la Grande-Bretagne, sur le Royaume-Uni et sur précisément l'unité de ce Royaume-Uni. On a beaucoup parlé au moment du vote du Brexit, on a beaucoup parlé de l'Écosse, de la volonté éventuelle de l'Écosse de prendre son indépendance. Comment sentez-vous cette attitude écossaise à l'égard du reste du Royaume-Uni?
Moi, j'ai vécu le référendum sur l'Écosse. Je venais juste d'arriver. Il y a un très fort sentiment national, on peut dire national puisque c'est une nation. Ensuite, les indépendantistes ont perdu le référendum, mais ils ont voté pour le maintien dans l'Union européenne à une forte majorité. Et donc, ils considèrent qu'ils n'ont pas à subir les conséquences des votes en majorité des Anglais. Et donc, je pense que ça restera toujours une épée de Damoclès et que cette idée d'indépendance se poursuivra, d'autant plus qu'il y aura des difficultés une fois le Brexit intervenu, savoir qui récupère les compétences. Est-ce que c'est uniquement Londres et le Parlement de Westminster, ou est-ce que c'est également les parlements et les gouvernements l'ensemble des 4 nations? Sylvie Berman, je vous remercie. Nous avions eu déjà le plaisir d'une conversation avec vous sur la Russie. Nous venons de l'avoir sur la Grande-Bretagne. Je compte bien que nous l'aurons d'ici peu sur la Chine, où vous avez, je le rappelle, été ambassadeur. Et sur la Chine, vous avez écrit un livre. C'est aussi un pays dont vous parlez la langue. Et donc, j'espère que nous aurons bientôt l'occasion de vous demander vos lumières sur la Chine. Et en attendant, je vous remercie de vous être prêté à ce bada. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.